en commençant par l'articulation sterno-costo-claviculaire. Alors, c'est une articulation synoviale en selle à 2 degrés de liberté, mais en fait, elle en a 3 puisque nous avons une rotation automatique. Voilà, les os en présence, ce sont donc l'extrémité proximale du sternum, avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal, et elle est orientée en haut, en arrière et en dehors, et qui va mettre en présence de l'autre côté la surface articulaire de la clavicule, ainsi que la surface du cartilage osseux de la première côte. Voici la sternoclaviculaire. Et en dessous, la clavicule repose sur le cartilage de la première côte. C'est ce que l'on appelle l'articulation costo-claviculaire. L'incisure claviculaire du manubrium sternal regarde en haut, en dehors et en arrière, en selle, elle est en forme de selle, c'est-à-dire qu'elle est concave dans le plan frontal, convexe dans le plan sagittal. Donc nous allons retrouver au niveau de la clavicule, l'extrémité sternale de la clavicule qui va présenter une facette articulaire qui est inversement conformée, donc puisque celle du manubrium est ovalaire à grand axe transversal, bien sûr, elle aussi est ovalaire à grand axe transversal. Elle regarde en bas, en avant et en dedans. Quant à l'articulation costoclaviculaire, c'est-à-dire de la clavicule avec le premier cartilage costal, voici, c'est cette petite surface articulaire que l'on va trouver en dessous de l'autre et qui va venir se mettre sur le premier cartilage costal. Elle est plane, triangulaire, à base crâniale et en continuité avec l'incisure claviculaire. Ici, je vous ai mis en place les ligaments sternoclaviculaires. Toujours dans cette articulation sternoclaviculaire, nous allons voir que nous avons des moyens d'union. Le premier moyen d'union est un disque articulaire qui va s'interposer entre les deux incisures. Là, les deux articulations vont être entourées d'une capsule renforcée par 4 ligaments. Un ligament sternoclaviculaire antérieur, un postérieur que j'ai mis en transparent puisque normalement nous ne devrions pas le voir puisqu'il est situé à la partie postérieure, qui est plus épais et qui est recouvert par les muscles sternoïdiens et sternothyroïdiens dont nous avons trouvé l'empreinte à la face dorsale du manubrium. Et un ligament costoclaviculaire en forme, non, un ligament supérieur, pardon, d'abord, en 2 plans, profond et superficiel, et qui est interclaviculaire, entendu entre les 2 clavicules. Voici le ligament costoclaviculaire en forme de tronc de cône, très court et très puissant, constitué de 2 plans, un plan ventral et un plan dorsal. C'est le ligament qui est situé en dedans du muscle subclavier que nous verrons plus tard et qui unit la clavicule à la première côte. De l'autre côté, nous allons avoir l'articulation
acromioclaviculaire qui est une synoviale plane avec un disque interposé et qui va mettre en présence des surfaces articulaires de l'extrémité latérale de la clavicule avec la surface articulaire qui lui correspond sur l'acromion. Celle de la clavicule regarde en bas, en dehors et en arrière, et celle de l'acromion va regarder en dedans, en haut et en avant, et elles sont toutes les deux planes. Voici le disque articulaire qui s'est mis en place, entouré bien sûr d'une capsule articulaire, qui va être renforcée par des ligaments. Le ligament acromioclaviculaire supérieur, qui est épais, voilà la capsule, et le ligament acromioclaviculaire supérieur. En bas, nous avons un acromioclaviculaire inférieur, dont on dit qu'il est grêle et même parfois absent. Et puis nous avons des ligaments qui sont tendus entre la clavicule et le processus coracoïde et l'acromion. Ainsi, la clavicule est reliée au processus coracoïde par des ligaments coracoclaviculaires latéraux qui s'appellent trapézoïdes et conoïdes, et un ligament médial dont on vous dit qu'il est inconstant et qui est parfois un simple épaississement du fascia clavipectoral, et l'ensemble de ces ligaments sont des ligaments coracoclaviculaires. Et nous avons un petit ligament qui s'appelle coraco-acromial, qui est lui aussi triangulaire et qui va unir le processus coracoïde à l'acromion. Lors de la luxation de l'articulation acromioclaviculaire, on voit une élévation de la clavicule qui va se produire, et c'est une élévation, c'est le signe que l'on appelle le signe de la touche de piano. L'articulation scapulo-thoracique. Entre la scapula et la côte, nous avons un muscle que nous étudierons plus tard, ou avec le rachis, qui s'appelle le dentelé, ou grand dentelé, ou serratus. Ainsi, la scapula va glisser sur le grille costal, permettant d'accompagner l'humérus et la scapula ainsi que la clavicule dans les mouvements au niveau de l'épaule. Entre la côte, entre les os et ce muscle, on trouve un tissu cellulo-adipeux et le premier espace entre ce dentelé et la scapula s'appelle l'espace intercératoscapulaire, alors que l'espace entre le dentelé et la côte est l'espace intercératothoracique. Maintenant, nous allons voir la scapulo-humérale. L'articulation scapulo-humérale est une synoviale sphéroïde à 3 degrés de liberté. Elle est très mobile. La surface articulaire humérale est plus importante que celle de la scapula, puisque nous avons 60 cm² pour l'une, contre 12 cm² pour l'autre. Nous savons que la tête humérale est une tiers de sphère qui regarde en haut, en arrière et en dedans, alors que la cavité glénoïdale, qui a un grand axe vertical, regarde en haut, en dehors et en avant, selon un angle de 30 degrés, et elle est entourée d'un labrum glénoïdal permettant d'élargir cette surface et d'être un peu plus en rapport avec la sphéricité de la tête humérale. Les moyens d'union
C'est une capsule articulaire mince et lâche qui va présenter une membrane fibreuse qui va pouvoir s'adapter à l'amplitude des mouvements grâce à différents récessus, dont un récessus caudal qui est plus marqué. Elle s'insère sur le pourtour du col anatomique de l'humérus et sur le pourtour de la cavité glénoïdale. À l'intérieur, nous allons trouver une membrane synoviale qui va doubler la face profonde de cette capsule articulaire. Et il y a une remarque très importante à faire, c'est que cette membrane synoviale va entourer le chef long du biceps brachial, entraîner un manchon de celle-ci dans le sillon intertuberculaire, et nous allons en voir également une expansion qui s'appelle la bourse synoviale subdeltoïdienne au-dessus de l'articulation. Voici le tendon du long biceps qui est tenu par le ligament transverse dans le sillon intertuberculaire et qui est accompagné, vous ne le voyez pas sur le schéma, par, comme je vous l'ai dit, une expansion de cette synoviale. Oui. Voici, nous allons remettre en place tous ces éléments. Avec les tendons. Donc, nous allons trouver un tendon gléno-huméral supérieur, gléno-huméral moyen, gléno-huméral inférieur. Ces ligaments entre eux ménagent un espace de faiblesse, en haut foramen ovale, en bas triangulaire. Par ces espaces de faiblesse, d'ailleurs, la tête humérale pourra être luxée en avant. Et le véritable tendon, en fait, c'est le coraco-huméral qui part du processus coracoïde au tubercule majeur et mineur. En avant, le muscle subscapulaire que nous verrons plus tard joue un véritable rôle de ligament actif. Et en arrière, nous avons dit qu'il n'y avait pas de ligament, mais en arrière, la capsule est renforcée par les muscles supraépineux en haut, infraépineux et petit rond en bas, qui sont les véritables ligaments actifs de l'articulation. Sur cette diapositive, nous allons voir les rapports du tendon du biceps, du long chef du biceps. Voilà, nous remettons les éléments en place. Et si nous réalisons une coupe selon le trait rouge, nous pouvons avoir trois situations. Le tendon qui est toujours intrasynovial extracapsulaire, peut se rencontrer dans ces trois situations, plus ou moins entouré de sa synoviale. Les pathologies, nous revoyons également sur cette vue les expansions de la synoviale. Le bourrelet glénoïdal, le ligament coraco-acromial qui ferme cette articulation, le supraépineux, le muscle deltoïde, entre les deux la bourse synoviale subacromiale, la bourse synoviale subdeltoïdienne et le récessus capsulaire caudal. Et le long du tendon du biceps brachial, nous savons également qu'il y a une expansion de cette synoviale que nous ne voyons pas sur ce schéma. Les pathologies, donc, le foramen ovale ou de Weibrecht est un lieu de faiblesse, siège de luxation ventromédial de l'épaule, ou tout au moins de la tête de l'humérus. Et en dessous, deuxième espace de faiblesse, le foramen triangulaire dit de Rouvière. L'articulum est une articulation composée de trois os dans une capsule articulaire commune.
Ceci est très important. Donc, 3 articulations. Nous allons trouver une articulation huméroradiale. L'huméroradiale, c'est celle qui intéresse le capitulum et la tête radiale. Morphologiquement, c'est une sphéroïde, mais fonctionnellement, c'est une ellipsoïde. L'huméro-ulnaire, qui est une ginglyme, où se fait de la flexion-extension. Et la radio-ulnaire proximale, qui est d'une trochoïde et qui permet les mouvements de prosupination. Donc, les surfaces articulaires en présence. Le capitulum de l'humérus. En dedans, la zone capitulo-trochléaire. Je vous rappelle le capitulum avec la cupule de la tête radiale. La zone capitulo-trochléaire avec le biseau de la tête radiale. Et la trochlée humérale avec la grande incisure de l'ulna. Je vous rappelle également que vous avez un angle de 10 degrés qui s'appelle l'ulna valga. C'est-à-dire que votre avant-bras n'est pas dans le prolongement de l'humérus. Votre avant-bras est déporté quand vous l'étendez en bas et en dehors. Et ceci est dû à la direction de la gorge de la trochlée. Voilà, qui peut varier de 5 à 10 degrés. On prend l'incisure ici, avec la portion verticale et horizontale qui forment un angle ouvert de 130 degrés. La voici en vue latérale, cette incisure trochléaire, surmontée de l'olécrane. Et sur le côté, latéralement, l'incisure radiale pour le pourtour de la tête radiale. En avant, le bec du processus. Alors, nous avons donc cette incisure radiale de l'ulna qui est mise en place contre le pourtour de la tête radiale. En haut, nous avons la fossette articulaire radiale que nous voyons en dessous en vue crâniale. Nous avons dit tout à l'heure qu'elle était ovalaire, concave en haut, et qu'elle correspondait à la convexité du capitulum. Son biseau va se loger entre la trochlée en dedans et le capitulum en dehors, dans la zone capitulo-trochléaire. Et quant à la circonférence de la tête articulaire, elle va se mettre contre l'ulna, contre l'incisure radiale de l'ulna, qui est située à sa partie latérale. Cette articulation radio-ulnaire proximale est maintenue en place par 2 ligaments. Le ligament annulaire du radius, qui fait le tour du pourtour de la tête radiale, et le ligament carré, autrefois appelé de Denussé, qui est tendu entre les 2 os, sous l'incisure radiale de l'ulna, jusqu'au col du radius, en dessous du pourtour ou de la circonférence de cette tête radiale. Voici les moyens d'union. Je vous rappelle que la capsule articulaire est commune aux 3 articulations. Et elle s'insère très près des surfaces articulaires latéralement et au contraire est à distance en avant et en arrière, puisqu'elle va au niveau de l'humérus comme de l'ulna, englober les fosses olécraniennes, coronoïdiennes et les fosses radiales.
Cette capsule, bien sûr, est renforcée par des ligaments. Voici la capsule en avant et en arrière. Et elle est renforcée par des ligaments. Un ligament antérieur, des ligaments antérieurs et postérieurs, qui sont en fait des épaississements de la capsule. Voici le ligament antérieur. Et voici le ligament postérieur qui, lui, possède 3 faisceaux. Un faisceau vertical, un faisceau transversal et un faisceau oblique. Ou 2 faisceaux obliques plutôt. Vous voyez que le postérieur, qui est bien un renforcement de la capsule, est beaucoup plus complexe puisque nous avons 3 faisceaux, vertical, transversal et oblique, et l'oblique même est dédoublé. Alors que le ligament antérieur est un ligament simple. Voilà, se mettre en place. Maintenant, ce que nous allons voir, ce sont les ligaments collatéraux, ulnaires et collatéral radial. Alors, en vue antérieure, vient de se mettre en place le faisceau moyen du collatéral radial. Et nous voyons à droite le faisceau postérieur du collatéral radial. Donc, nous avons les 2 faisceaux moyen et postérieur du ligament collatéral radial. Ceci est l'annulaire du radius que nous avons vu. Et de l'autre côté, nous allons trouver le collatéral ulnaire avec son faisceau antérieur, son faisceau moyen, et de l'autre côté, son faisceau postérieur. Donc, nous avons bien de chaque côté un collatéral radial avec un faisceau antérieur, moyen et postérieur, et un collatéral ulnaire avec un faisceau antérieur, moyen et postérieur. Sur une autre vue, nous allons remettre en place tous ces éléments. Voici une vue latérale, la capsule, le ligament annulaire et le ligament collatéral radial avec son faisceau antérieur. Ces faisceaux partent, vous voyez, de l'épicondyle latéral, son faisceau moyen. Tous les deux viennent s'insérer en avant et en arrière de l'incisure radiale. Quant au faisceau postérieur, il s'insère sur la partie latérale de la base de l'olécrane. De l'autre côté, sur une vue médiale, nous allons mettre en place le ligament collatéral ulnaire. Alors, le ligament collatéral ulnaire prend naissance sur l'épicondyle médial et va avoir un faisceau antérieur qui se termine sur le processus coronoïde, un moyen et un postérieur qui vont se terminer sur la base et la pointe de l'olécrane. Ça veut dire que le moyen se termine sur la base et que le postérieur, étant plus en arrière, va s'étaler jusque sur la pointe de l'olécrane. En ce qui concerne l'articulation radio-ulnaire proximale, nous avons dit que c'était une trochoïde avec des ligaments qui sont tendus donc du radius à l'ulna. Et nous en avons déjà parlé tout à l'heure en disant qu'il y avait 2 types de ligaments. Le ligament annulaire du radius, qui va entourer la circonférence articulaire de la tête radiale, depuis le bord antérieur jusqu'au bord postérieur de l'incisure radiale.
et un ligament carré qui lui est horizontal, tendu du bord caudal de l'incisure radiale de l'ulna au col chirurgical du radius. La corde oblique, dont j'ai dit que c'était un épaississement de la partie supérieure de la membrane interosseuse, la membrane interosseuse elle-même. Et en bas, vous voyez, nous avons le radio-ulnaire antérieur. L'articulation radio-ulnaire distale est une articulation synoviale trochoïde inversée. C'est l'incisure ulnaire qui est en rapport avec la tête de l'ulna. Au niveau des surfaces articulaires, nous avons donc la surface radiale, dont on a dit dans la description de l'ostéologie qu'elle comportait deux surfaces. La fossette scaphoïdienne et la fossette lunarienne. Mais ceux-ci sont des fossettes articulaires avec les os du carpe et non pas ne font pas partie de l'articulation radio-ulnaire distale dont nous sommes en train de parler. L'incisure ulnaire est concave en dedans et d'avant en arrière et plane verticalement. La tête ulnaire, bien sûr, est convexe. Et cette tête ulnaire présente deux surfaces, une face latérale convexe qui va venir rouler dans l'incisure du radius. Et par contre, en bas, en dessous, une petite surface articulaire caudale qui est plane. Et vous verrez tout à l'heure qu'elle est fermée par ce que l'on appelle le disque articulaire radio-ulnaire. Nous allons mettre en place les moyens d'union de cette articulation, la tête ulnaire avec l'incisure ulnaire. Voilà, nous avons un ligament radio-ulnaire antérieur et postérieur. La membrane fibreuse qui va entourer cette articulation est tapissée en profondeur par une membrane synoviale, puisque je vous rappelle que nous avons affaire à une articulation synoviale trochoïde inversée. Et vous voyez que nous avons un disque articulaire qui est tendu entre la partie latérale du processus ulnaire et le bord caudal de l'incisure radiale. Et en fait, c'est ce disque articulaire, en continuité avec la fossette lunarienne du radius et de la fossette scaphoïdienne, qui constituera l'articulation du poignet, la surface articulaire, avec la rangée proximale des os du carpe pour l'articulation du poignet. Et on vous dit que ce disque articulaire en éventail limite les mouvements de supination et de pronation par ses faisceaux antérieurs et postérieurs. Voici le disque articulaire. Et tout autour de cette articulation, nous allons mettre en place tous les éléments, tous les tendons. Ici, nous sommes en dorsale. Nous avons le tendon du muscle extenseur ulnaire du carpe, suivi du muscle extenseur du 5e doigt. Ensuite, le groupe des tendons des muscles extenseurs des doigts.
avec en avant d'eux le tendon du muscle long extenseur de l'index, suivi du long extenseur du pouce. Et dans ce groupe, nous allons avoir le court extenseur radial du carpe, le court extenseur du pouce, le long extenseur radial du carpe et le long abducteur du pouce. Nous passons en avant avec le long fléchisseur du pouce, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le groupe des tendons des muscles fléchisseurs profonds des doigts, en avant d'eux le groupe des tendons des muscles fléchisseurs superficiels des doigts et le tendon du muscle fléchisseur ulnaire du carpe. Alors, remarque, on vous dit que la syndesmose entre radius et ulna est réalisée par la membrane interosseuse et la corde oblique de Weibrecht. Et on vous dit qu'en pathologie, chez l'enfant, une traction brusque de l'avant-bras peut amener la tête radiale à quitter le ligament annulaire et on aura ce que l'on appelle la pronation douloureuse de Broca. La douleur est intense en pronation et la réduction va se faire par une flexion et une supination simultanée et relativement rapide. Alors, l'articulation du poignet, c'est une articulation synoviale bi-ellipsoïde engrainée qui met en jeu deux articulations. Une articulation entre l'extrémité distale des os de l'avant-bras, c'est ce qu'on appelle l'articulation radio-carpienne. Et je vous rappelle que si l'on ne dit pas radio-ulnéro-carpienne, c'est qu'en fait, l'ulna s'articule avec les os du carpe par l'intermédiaire du disque articulaire que nous avons mis en place tout à l'heure. Donc c'est l'articulation radio-carpienne. Et en dessous, l'articulation de la rangée proximale des os du carpe avec la rangée distale des os du carpe qui s'appelle l'articulation médio-carpienne. Alors, articulation radiocarpienne, ellipsoïde, voilà, nous allons trouver d'un côté la surface articulaire carpienne, glène du radius et disque articulaire, avec la première rangée des os du carpe, qui sont, je vous le rappelle, le scaphoïde en dehors, le lunatum et en dedans le trichétrum, avec son pisiforme qui est un peu plus ventral, qu'on ne voit pas bien sûr sur la coupe, mais que l'on voit sur le dessin de gauche. Le pisiforme étant considéré comme un os sésamoïde du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc, la glène en haut et la première rangée des os du carpe qui se comporte comme un condyle. Les moyens d'union de cette articulation, une capsule articulaire renforcée par de nombreux ligaments, vue dorsale, vue palmaire et vue dorsale. Alors, le premier ligament, à la face palmaire, deux ligaments. Le ligament radiocarpien palmaire oblique en bas et en dedans. Et le ligament ulnocarpien palmaire oblique en bas et en dehors. Deux ligaments pour cette face palmaire. À la face dorsale, un seul ligament, le ligament radiocarpien oblique en bas et en dedans.
Latéralement, nous allons retrouver des ligaments collatéraux, un collatéral radial et un collatéral ulnaire, puisque nous sommes dans une articulation de flexion-extension. Mais nous n'aurons pas, comme à l'habitude, 3 faisceaux. Le ligament collatéral radial, épais, triangulaire, tendu du sommet du processus styloïde radial au scaphoïde, au niveau de son tubercule, à sa face latérale, et au trapèze, au niveau de sa face latérale également. Et le collatéral, voilà, les deux faisceaux. Et le collatéral ulnaire, tendu du sommet du processus styloïde ulnaire au pisiforme et au triquétrome. L'articulation médiocarpienne, les surfaces en présence, donc, c'est la première rangée des os du carpe et la deuxième rangée des os du carpe. Voilà, c'est l'interligne médiocarpienne, avec l'interligne proximale constituée de dehors en dedans par, alors c'est le condyle, formé par la tête du scaphoïde, articulé avec le trapèze et le trapézoïde. Voilà. Fait suite à ce condyle une glène formée par les faces médiales du scaphoïde, distale du lunatum et du triquétrome, articulée avec le capitatum et l'amatome. L'interligne distale adopte la disposition inverse, avec une glène formée par les faces proximales du trapèze et du trapézoïde, et latérale du capitatum, articulé avec le scaphoïde, et le condyle formé par les faces articulaires proximales du capitatum et de l'amatome, articulé avec le lunatum et le triquétum. Les moyens d'union de cette articulation. Les ligaments collatéraux, bien sûr, ne nous intéressent pas puisque c'était les ligaments de l'articulation précédente. Donc, ces ligaments. Une capsule articulaire, tout d'abord, serrée en avant, lâche en arrière, et qui peut effectivement donner, puisqu'elle est lâche, lieu à des expansions synoviales que l'on appelle des kystes synoviaux, et qui sont toujours, en règle générale, dorsaux. Voilà la face ventrale et voilà la face dorsale. À la face ventrale, nous avons de nombreux ligaments. Et j'ai essayé de vous les regrouper pour que vous puissiez les classer dans votre mémoire. Voilà. Les premiers, ce sont les intercarpiens interosseux, que nous voyons sur la coupe du haut. Ensuite, nous allons trouver des intercarpiens palmaires et des intercarpiens dorsaux. Vous avez vu que ces 3 ligaments intercarpiens sont entourés de blanc. Ensuite, vous avez des ligaments carpo-métacarpiens palmaires, entre le carpe et le métacarpe, et des métacarpiens dorsaux, des carpo-métacarpiens dorsaux. Ce sont ceux qui sont entourés en rouge. Et puis, des métacarpiens interosseux,
en bleu, des intermétacarpiens palmaires en bleu, et des intermétacarpiens dorsaux. Vous voyez que les inters, qu'ils soient carpiens ou métacarpiens, sont au nombre de 3, alors que ceux qui passent du carpe au métacarpe, ils sont au nombre de 2, il n'y a qu'un palmaire et un dorsal. Nous avons le ligament radié du carpe. Alors celui-ci est un ligament très important, c'est un ligament radié ou rayonné, qui est donc à la face palmaire, qui part du capitatum et irradie en 7 expansions vers le trapézoïde, le scaphoïde, le triquetrum, l'amatum et les 2e, 3e et 4e métacarpiens. Celui-ci n'est pas entouré. Et le médiocarpien dorsal qui irradie du scaphoïde au triquetrum, trapèze et au trapézoïde, c'est-à-dire qu'il n'y a ici que 3 expansions. En pathologie, on vous dit que la pathologie la plus fréquente se situe au niveau de l'articulation la plus mobile, c'est-à-dire l'articulation radiocarpienne, et que l'on peut avoir une luxation rétro-ulnaire du carpe, le lunatum, qui est le centre de rotation, lors d'une flexion-extension, va se luxer en avant et le capitatum va remonter à sa place. Les articulations des doigts. L'articulation du pouce, le pouce est un doigt court puisqu'il ne comporte, vous savez, que 2 phalanges, mais que l'on parle de colonne du pouce et que nous allons avoir une chaîne articulaire avec l'articulation radioscaphoïdienne qui est une synoviale ellipsoïde, l'articulation scaphoïdo-trapézienne qui est une synoviale plane, l'articulation trapézo-métacarpienne dont les surfaces articulaires sont le trapèze et la base du premier métacarpien, c'est une articulation en selle à 3 degrés de liberté, l'articulation métacarpo-phalangienne qui est une synoviale sphéroïde à 3 degrés de liberté. Et l'articulation interphalangienne, qui est une synoviale ginglime. Pour l'articulation métacarpo-phalangienne, qui est une synoviale sphéroïde à 3 degrés de liberté, nous allons trouver des ligaments collatéraux, un collatéral radial et un collatéral ulnaire, asymétriques, tendus en flexion et détendus en extension. Alors que pour l'interphalangienne, qui est une ginglime, nous aurons également des ligaments collatéraux, mais ceux-ci seront symétriques et tendus dans toutes les positions. En ce qui concerne les doigts longs, nous allons trouver l'articulation radiocarpienne, ou plutôt radiodiscocarpienne, qui est une synoviale ellipsoïde, l'articulation médiocarpienne, qui est une ellipsoïde bicondylaire, une carpo-métacarpienne, qui est une synoviale plane, et qui est formée en fait de plusieurs articulations planes et peu mobiles. Elle est même quasi immobile au niveau du 3e rayon, axe de la main. L'articulation métacarpophalangienne, qui est une sphéroïde, et à ce niveau, vous voyez qu'elle est renforcée par des ligaments palmaires et des ligaments collatéraux radial et ulnaires.
la capsule et les ligaments collatéraux. Ces ligaments asymétrie, on trouve une asymétrie en pronation, automatique en flexion. L'articulation interphalangienne avec une gorge oblique en arrière et en dehors qui est à l'origine de la pronation automatique. Et également l'interphalangienne distale qui est également évidemment une gingline. Les ligaments sont symétriques, tendus en flexion et extension.